Bonjour, bienvenue dans un nouveau cours qui est la cataracte. On va essayer de répondre aux questions les plus fréquentes concernant cette maladie. Commençons par la première question. C'est quoi la cataracte? La cataracte est définie par l'opacification de tout, une partie de cristallin. Il s'agit d'une pathologie très fréquente et la chirurgie la plus fréquente, toute chirurgie confondue. L'augmentation de la fréquence de cette pathologie est liée en général à l'âge, ce qu'on appelle la cataracte sénile. Son diagnostic positif est clinique et le traitement est chirurgical et c'est la première cause de cécité réversible selon l'OMS. La deuxième question, quels sont les symptômes? Quels sont les symptômes devant lesquels on peut suspecter la cataracte? Le premier symptôme, c'est la baisse d'acuité visuelle. Elle est habituellement lente et progressive, prédomine en vision de loin. Le patient décrit un voile ou un brouillard devant les yeux. Le deuxième symptôme, c'est une photophobie, présence de halos colorés autour des lumières, liée à la diffraction de la lumière au niveau des opacités cristalliniennes, gêne à la conduite de nuit en général. Diplopie monoculaire, elle est rare, c'est monoculaire et non pas binoculaire. Le patient voit double d'un œil, pas de disparition à l'occlusion de l'autre œil, comme dans les diplopies binoculaires. Et quatrièmement, une modification de la perception des couleurs, jaunissement des images. Ce signe est le plus souvent décrit après la chirurgie du premier œil retrouvé sur l'œil non opéré. Donc, pour se rappeler, nous avons baisse d'acuité visuelle, photophobie, diplopie monoculaire, modification de la perception de la couleur. Voici les images. Vision normale, nous avons des objets dégagés et clairs. Et cataracte, nous avons des objets qui ne sont pas clairs, qui sont flous et imprécis. Prochaine question, quel examen pratiquer? Supposons que nous avons ces symptômes, on suspecte la cataracte, comment confirmer? Euh, Bon, comme on a dit, le diagnostic est clinique, mais est-ce qu'il faut demander des examens complémentaires en cas de cataracte? Oui, il faut mesurer l'acuité visuelle, œil par œil, puis en binoculaire, avec et sans correction, de loin et de près. On retrouve souvent une myopisation qui est liée à l'indice de réfraction du cristallin, ce qu'on appelle une myopie d'indice. Donc, en cas de mesure de l'acuité visuelle, on trouve une myopie d'indice. Deuxièmement, examen à la lampe à fonte. Il est réalisé avant et après dilatation pupulaire, permet le diagnostic positif, l'apparition d'opacité dans le cristallin. Donc, il faut bien retenir cet examen. Examen à lampe à fonte permet le diagnostic positif de la cataracte. Prochaine question, comment confirmer le diagnostic? Le diagnostic de cataracte est clinique, comme j'ai dit et je redis, et ne requiert aucun examen complémentaire. Certains examens complémentaires sont cependant nécessaires dans certains cas. Il est capital de prendre le tonus oculaire pour rechercher un éventuel glaucome associé, là c'est important. Fond d'œil pour apprécier l'état de la rétine, en particulier au niveau maculaire. Échographie en mode B peut s'avérer utile en cas de cataracte dense avec fond d'œil inaccessible pour éliminer un décollement de la rétine ou une tumeur intraoculaire. Kératométrie, soit la puissance réfractive de la cornée. Échographie en mode A, calculer la longueur axiale de l'œil. Et photographie du segment antérieur de à la lampe à fonte. Cette imagerie peut avoir un intérêt médico-légal en cas de contestation de l'indication opératoire. Donc, en résumé, il faut calculer le tonus oculaire de de l'œil à la recherche du glaucome, faire un fond d'œil pour voir la rétine. Échographie en mode B, c'est le fond d'œil, on ne peut pas bien voir la rétine à la recherche du décollement de la rétine. Échographie en mode B, A, surtout pour l'angle axial de l'œil. Donc là, on répète, on insiste que le tonus oculaire, c'est intéressant pour chercher glaucome associé. Aussi, on apprécie l'état de rétine et le tonus oculaire, c'est très intéressant de faire ces deux examens. Quelles sont les formes cliniques? Nous avons les formes anatomiques. Cataracte nucléaire, c'est atteinte du noyau cristallin, prédominance d'une baisse d'acuité visuelle de loin, myopie d'indice. Cataracte sous-capsulaire postérieure,
Opacification, on s'occupe devant la capsule, gêne de loin et de près. Donc là, la gêne, elle est double, loin et près. Pensez à l'origine métabolique iatrogène. Cataracte corticale, opacification au niveau du cortex crystallinien. Cataracte totale, cataracte très évoluée, visible à l'œil nu, aire pupillaire blanche, ce qu'on appelle leucocorie. Bon, voici le cristallin. Nous avons l'humeur-aqueuse, le cortex, l'épithélium antérieur, cristalloïde antérieur, cristalloïde postérieur, le noyau, quand on a une cataracte nucléaire, embryonnaire fœtal adulte et le vitri. Donc, voici une image de cataracte nucléaire, cataracte sous-capsulaire postérieure, cataracte corticale. Bon, regardez, cataracte avant dilatation, cataracte totale après dilatation de l'œil. Quelles sont les étiologies de cataracte? Nous avons plusieurs étiologies. La plus fréquente, comme j'ai dit déjà, c'est la cataracte sénile, qui est liée au vieillissement. Nous avons après les cataractes traumatiques, cataracte contusive, cataracte secondaire à un traumatisme perforant avec ou sans corps étranger intraoculaire. Après, nous avons les cataractes pathologiques, cataracte consécutive à une pathologie oculaire uveique chronique, cataracte liée à une pathologie générale, cataracte métabolique et endocrinienne, surtout le diabète. Autre cause, maladie de Steiner, trisomie 21. Nous avons aussi les cataractes iatrogènes, corticothérapie générale au long cours, radiothérapie, cataracte congénitale, cataracte par embryopathie, rubéole congénitale et les cataractes héréditaires. Comment évolue la cataracte? L'évolution de la cataracte ne se fait jamais vers la régression des opacités. La cataracte évolue par stade, progressivement sur une durée imprévisible, vers l'opacification totale du cristallin. Si la cataracte n'est pas opérée, le cristallin subit alors des modifications pouvant entraîner des complications oculaires. Et la question la plus importante, c'est comment traiter la cataracte? Il n'y a pas de traitement médical de la cataracte. Les nombreuses recherches dans ce sens n'ayant pas à l'heure actuelle abouti. Donc, ça reste un traitement chirurgical. Il est actuellement réalisé le plus souvent sous anesthésie loco-régionale ou même sous simple anesthésie topique, permettant ainsi une hospitalisation de courte durée, ce qu'on appelle chirurgie ambulatoire. Donc, les types d'anesthésie, on peut avoir une anesthésie topique, instillation de collyre anesthésiant comme la tétracaïne, quelques minutes avant le geste chirurgical. Loco-régionale, injection péribulbaire, rétrobulbaire ou sous-ténorienne. Générale, elle est exceptionnellement à nos jours. Voici un schéma qui montre l'espace péribulbaire qui est là, espace rétrobulbaire ici. Donc, A et B sont des anesthésies péribulbaires, A et B, et C, c'est une anesthésie rétrobulbaire. La dilatation pupillaire, c'est intéressant. On ne peut pas faire une chirurgie sans dilatation de la pupille. La chirurgie est toujours réalisée sous dilatation pupillaire maximale en préopératoire. Donc, la chirurgie, la méthode de référence est actuellement la phacoémulsification avec implantation capsulaire par un implant pliable. Les anciennes techniques consistent en l'exérèse cristallinienne, soit totale, capsule, cortex et noyau, dite extraction intracapsulaire, soit partielle, cortex et noyau seulement, dite extraction extracapsulaire manuelle, mais dans tous les cas, sans fragmentation de cristallin et donc au travers d'une large incision. Traitement et suivi post-opératoire. Collyre anti-inflammatoire et antibiotique pendant 1 mois et le patient est revu au moins 3 mois. Donc, la dilatation pupillaire, la chirurgie est toujours réalisée sous dilatation pupillaire maximale en préopératoire. La chirurgie, la méthode de référence est actuellement la phacoémulsification avec implantation capsulaire par un implant pliable. Les anciennes techniques consistaient en l'exérèse cristallinienne, soit totale, capsule, cortex et noyau, dite extraction intracapsulaire, soit partielle,
cortex et noyau, dite extraction extracapsulaire manuelle, mais dans tous les cas, sans fragmentation de cristallin et donc au travers d'une large incision. Les traitements et suivis post-opératoires, Coulira anti-inflammatoire pendant 1 mois et le patient est revu au moins 3 fois dans le mois qui suit. Concernant les indications, l'indication opératoire dépend de la gêne fonctionnelle. On attend en égal une baisse d'acuité visuelle à 5 sur 10, mais il est possible d'opérer plus tôt en fonction des circonstances, de l'âge et de l'activité du patient. La récupération est rapide en l'absence d'autres pathologies et le patient pourra être équipé de sa nouvelle correction optique en moyenne 1 mois après la chirurgie. Quelles sont les complications post-chirurgicales? Premièrement, nous avons la cataracte secondaire. C'est l'opacification de la capsule postérieure. Elle survient chez près de 50% des patients dans les 2 ans post-chirurgie. Elle correspond à une prolifération de cellules cristalliniennes résiduelles et aboutit à une baisse d'acuité visuelle progressive. Le traitement est réalisé par du laser YAG qui va permettre d'ouvrir cette capsule opacifiée. Voilà, cataracte secondaire, une image. Capsulotomie postérieure au laser YAG. Quelles sont les complications post-chirurgicales? On continue toujours. Donc, B, nous avons l'endophtalmie, infection intraoculaire sévère qui peut compromettre la fonction visuelle définitivement. Elle survient entre 2 et 7 jours post-chirurgie et doit être traitée rapidement par une antibiothérapie locale et générale, en hospitalisation estimée à une fréquence de 1 pour 1000. Donc, c'est très rare, l'endophtalmie. C'est le décollement de la rétine, plus fréquent en cas de rupture interopératoire de la capsule postérieure et chez les forts myopes. D, l'œdème maculaire, l'œdème d'Irvine-Gass et E, la kératite bulleuse, décompensation édémateuse de la cornée.